Bienvenue dans ce webinaire de la Société de santé en français, le dernier de la saison 25-26. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apprentissage de l'offre active par la simulation en contexte interprofessionnel avec un panel donc d'invités experts en la matière que je vous présenterai un peu plus tard. Mais auparavant, je vais vous dire quelques mots à propos de la Société de santé en français, si vous me le permettez. Alors, la Société Santé en français est un regroupement national dynamique qui a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La société est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux, œuvrant à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l'accès à des services de santé en français dans toutes les provinces et territoires où le français n'est pas la langue de la majorité de la population. La SSF reconnaît que ses bureaux à Ottawa sont situés sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin, présent en ces lieux depuis des temps immémoriaux. La société honore les territoires traditionnels sur lesquels son personnel et ses partenaires vivent, travaillent et se divertissent. Notre objectif à travers ces webinaires est d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances et de faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et enfin de favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Passons maintenant à la présentation donc, de nos invités qui représentent tout un ensemble d'organismes. Je vais vous les présenter une à une, mais auparavant, laissez-moi souhaiter la bienvenue à Madame Isabelle Giroux, Madame Jacinthe Savard et Madame Chris Carrel Kenyetso. Bonjour mesdames, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Je vais avancer un petit peu vite pour vous laisser le temps de développer votre présentation. Donc, nous passons au Bio Express. Commençons par Isabelle, qui est diététiste professionnelle et fellow des diététistes du Canada, professeur titulaire à l'École des sciences de la nutrition de la Faculté des sciences de la santé et co-responsable du Grefforce de l'Université d'Ottawa. Elle contribue au comité directeur du consortium pan-canadien pour l'interprofessionnalisme en santé. Elle est également chercheur à l'Institut du savoir Montfort. Sa recherche porte sur l'impact de l'apprentissage expérientiel sur l'acquisition de compétences professionnelles, dont celle de collaboration interprofessionnelle et d'offre active des services sociaux et de santé en français. Passons maintenant à Madame Jacinthe Savard, qui collabore avec nous quand même de longue date. Certains d'entre vous la connaissent peut-être déjà, mais un petit rappel nous fera toujours du bien. Donc, Madame Jacinthe Savard, qui détient un baccalauréat en ergothérapie et un doctorat en santé publique. Elle est professeure émérite à l'Université d'Ottawa, retraitée de l'École des sciences de la réadaptation. Ses intérêts de recherche portent sur l'accès et la continuité des services en français, ainsi que sur la formation des professionnels de la santé et des services sociaux à l'offre active de services en français. Enfin, Madame Chris Carrel est diététiste professionnelle et titulaire du maîtrise en sciences de la santé et elle est coordonnatrice de projet à l'Université d'Ottawa et associée de recherche à l'Institut du savoir Montfort. Elle étudie l'amélioration des soins pour les minorités, notamment francophones et noires, et la formation des professionnels à l'offre active de services en français. Encore une fois, bienvenue mesdames et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, un peu de logistique avant d'aller plus loin. Nos participants sont sur sourdine automatiquement, mais il y aura une période de questions-réponses et donc qui aura lieu donc à la fin de la présentation de nos panélistes. Vous pourrez participer donc dans la boîte de chat de clavardage ou bien dans la boîte Q&A, donc questions et réponses. Et il y aura également un petit sondage interactif qui sera lancé en cours de webinaire d'ici quelques temps. Il est facultatif et anonyme. Et donc, vous pourrez cocher la question donc la case, pardon, qui correspond à votre réponse. Et enfin, je vous signale que l'enregistrement de ce webinaire sera partagé d'ici une semaine à 10 jours sur le site de la Société Santé en français. Mesdames, j'arrête ici ma présentation et donc je vous invite à partager la vôtre. La parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Barada, et à la Société Santé en français de nous avoir invités aujourd'hui à vous présenter sur notre sujet d'intérêt. Et je partage à l'instant mon écran. Pouvez-vous confirmer que vous voyez l'écran, s'il vous plaît? Oui, oui, on le voit. OK, parfait. Tu peux mettre Donc, la présentation en mode diaporama. et voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est avec plaisir que, avec l'appui de mes collègues Chris Carel Kegnessen et Jacinthe Savard, que nous vous présentons sur l'apprentissage de l'offre active au moyen de simulation interprofessionnelle. Le plan de la présentation est le suivant. Nous allons faire une introduction et définir l'offre active. Par la suite, nous allons vous parler de programmes de formation en offre active et de simulation synchrone, ainsi que d'un projet de recherche.
Par la suite, nous allons vous présenter des modules virtuels avec des breuvages synchrones et d'un projet de recherche en cours. Ensuite, nous allons conclure et faire des remerciements, puis passer à la période de questions et discussions. Êtes-vous prêts et prêtes? Allons-y. Donc, les communautés francophones, comme vous le savez, en situation minoritaire, n'ont pas toujours accès à des services sociaux et de santé dans leur langue de préférence. Et ça peut occasionner des enjeux importants relativement à leurs soins. Les programmes de formation en santé et en services social à l'extérieur du Québec doivent donc préparer les futurs professionnels à cette réalité de faire l'offre active. La simulation interprofessionnelle est justement une approche pédagogique leur permettant de développer progressivement leurs compétences et leur confiance à faire l'offre active. Notre équipe de recherche interdisciplinaire a développé tout un programme d'apprentissage par simulation interprofessionnelle sur l'offre active des services sociaux et de santé en français. Mais qu'est-ce que l'offre active? C'est une démarche proactive et également une compétence professionnelle qui consiste à offrir dès le premier contact des services sociaux et de santé en français et en anglais, sans attendre que la personne en fasse la demande, et ce, tout au long du continuum de services, on le prend en considération. L'importance de l'offre active, c'est parce que ça permet plusieurs choses, dont la prévention. Ainsi, on peut anticiper les besoins linguistiques des bénéficiaires. Ça permet d'augmenter l'accessibilité en garantissant l'égalité d'accès aux services sociaux et de santé. Et donc, en faisant ceci, on va améliorer, par exemple, la relation usager-prestataire. Ça va contribuer à augmenter la qualité et la sécurité des soins des bénéficiaires. Ça fait partie, l'offre active, d'une approche inclusive qui permet de respecter la culture linguistique minoritaire dans un environnement inclusif et accueillant pour les communautés en situation linguistique minoritaire. Et ça vient renforcer le sentiment d'appartenance et de confiance envers les services qu'on offre. Quelles sont les composantes de l'offre active, vous vous demandez? Bien, vous voyez à travers ce diagramme qu'il y a au moins 6 composantes importantes. Premièrement, l'accueil bilingue. Bonjour, hello, comment puis-je vous aider? How can I help you? À la deuxième étape, on propose activement à la personne dans quelle langue elle préfère utiliser justement pour parler de sa santé. À la troisième étape, on respecte le choix de la personne et on s'en souvient et on soutient la personne dans sa décision. Pour faire cela, à la quatrième étape, on va l'inscrire, la langue de préférence de la personne bénéficiaire, dans son dossier médical. Cinquièmement, on s'assure que les ressources externes et les outils donnés pour les soins de la personne soient dans la langue de préférence de cette personne. Puis on informe également les collègues en sixième étape dans une approche de soutien organisationnel à l'offre active. Les professionnels de la santé, par contre, ne sont pas souvent outillés à offrir des services en français dans un contexte majoritairement anglophone. Donc, on a réalisé qu'il faut les former. La formation à l'offre active, qu'est-ce que ça permet de faire? Bien, ça permet de sensibiliser à l'importance de faire justement l'offre active. Deuxièmement, de développer la compétence en offre active, puis de la mettre en pratique. Et en la mettant en pratique, bien, ça va nous aider à renforcer la confiance en sa compétence de faire l'offre active et d'avoir une approche plus standardisée dans nos pratiques d'offre active. Également, la formation permet une réflexion critique par rapport aux enjeux liés aux droits linguistiques des individus
à l'équité et l'inclusion dans les soins. Parlons justement de la simulation comme telle dans la formation. Mais avant de continuer, nous vous invitons maintenant à répondre à un petit sondage qui sera lancé dans quelques instants avec l'appui de la Société Santé en français. Voici les 2 questions. 1. Avez-vous déjà participé à une activité de simulation en tant que personne apprenante? Deuxièmement, avez-vous déjà organisé une activité de simulation en tant que formateur ou formatrice? Nous apprécions votre rétroaction. La simulation, c'est une activité d'apprentissage expérientiel et ça nous permet de pratiquer les savoirs et les savoir-être en toute sécurité dans des mises en situation qui sont inspirées d'événements authentiques qui peuvent avoir lieu dans les milieux de pratique. Ça permet tranquillement pas vite d'appliquer la compétence de l'optique dans des environnements de soins ainsi que d'apprendre à travers l'expérience et l'erreur, mais ceci sans mettre à risque les bénéficiaires. Je vais maintenant passer la parole à Jacinthe. OK. Et on Donc, peut voir les résultats justement là, devant nous du sondage. Merci de votre partage. merci. Alors, notre équipe a développé plusieurs groupes de simulation. Le premier groupe de simulation qu'on a développé, ce sont des simulations synchrones, c'est-à-dire que les étudiants sont présents en même temps pour travailler en équipe auprès d'une personne, un acteur qui joue le rôle d'un patient et parfois un membre de sa famille, un proche aidant ou un parent si la simulation porte sur un enfant. Et on dit présent en même temps, ça peut être en personne, en présentiel ou encore à distance sur une plateforme de vidéoconférence comme Zoom, comme on fait maintenant. Et on a développé toutes sortes de simulations pour toutes sortes de situations cliniques. On en a développé qui concernent l'entrevue initiale, une entrevue familiale, des entrevues d'intervention, soit une intervention dans le cas d'une chirurgie de la hanche ou dans le cas, un cas de dysphagie. On en a aussi une entrevue de préparation au congé où les étudiants doivent donner des conseils à la personne qui joue le rôle de patient. En vue de son congé et aussi une réunion d'équipe interdisciplinaire où là, les étudiants doivent rencontrer une famille et la personne âgée pour discuter de l'orientation au congé. Donc, est-ce que la personne devrait aller en centre de soins de longue durée, à la maison, avec service, sans service, etc. Et, toutes nos simulations ont une composante d'offre active. Donc, les étudiants doivent offrir le service, demander à la personne dans quelle langue elle souhaite avoir ses services, mais dans certaines simulations, on a ajouté des défis linguistiques supplémentaires, comme c'est le cas dans l'exemple que je vais vous présenter à la diapo suivante. Donc, cette simulation d'entrevue initiale avec un défi linguistique un petit peu particulier, c'est une entrevue d'une personne francophone qui vient d'être admise en centre de réadaptation à la suite d'un court séjour à l'hôpital pour un accident vasculaire cérébral. Et les étudiants rencontrent la personne francophone ainsi que son conjoint ou sa conjointe qui, de son côté, est anglophone. Donc, vous voyez déjà ici le défi de faire la double offre active. On a fait cette simulation-là auprès d'étudiants, des étudiants de plusieurs disciplines ont participé ensemble, puis on essaie de jumeler des étudiants d'au moins 2 disciplines différentes pour qu'ils apprennent le travail interprofessionnel en même temps qu'ils apprennent l'offre active. Les groupes 2021, 2023 ont été invités à participer au projet de recherche dont Chris Carrel va vous parler tout à l'heure, mais depuis, on a continué à les faire et il y a d'autres groupes qui se sont ajoutés. Et cette simulation, on l'a fait à travers Zoom à distance. Ça nous permet d'inclure des personnes apprenantes qui proviennent de différentes institutions d'enseignement. Donc, prochaine diapo. Pour cette simulation,
on essaie de jumeler des personnes étudiantes qui proviennent de programmes anglophones avec des personnes étudiantes qui proviennent de programmes francophones. Donc, ça permet de sensibiliser aussi les anglophones aux besoins des communautés francophones en situation minoritaire et ça permet aussi de faire un travail d'équipe où les étudiants qui sont plus anglophones peuvent poser plus de questions aux au conjoint ou à la conjointe, alors que les personnes francophones peuvent poser davantage de questions aux patients. Et à la suite de ça, ils doivent travailler en équipe pour compléter l'histoire du patient et résoudre la tâche qu'ils avaient à faire. Donc, cette tâche-ci, dans le contexte d'une personne admise en réadaptation, leur tâche est de déterminer quels professionnels de la santé devront voir la personne pour une évaluation plus complète au centre de réadaptation en tenant compte des besoins de la personne et de son ou sa partenaire là, qu'ils ont pu aller chercher pendant l'entrevue. Chacune de nos simulations comporte des objectifs d'apprentissage et on a toujours des objectifs d'apprentissage reliés à la situation clinique comme telle, comme ici, c'était de connaître les étapes d'une entrevue initiale et de recourir à des techniques de communication thérapeutique, mais on a aussi des objectifs reliés à l'offre active, comme ici reconnaître les barrières linguistiques et appliquer les méthodes pour les surmonter, et des objectifs de collaboration interprofessionnelle. À la suite de chacune des simulations, il y a une période de débriefage. C'est une composante essentielle de l'apprentissage par simulation. Ça permet de consolider, le fait d'en parler, ça permet de consolider l'apprentissage. Ça permet aussi d'exprimer ses émotions pour de voir s'il y avait des choses qui étaient stressantes pour les étudiants, bien de un peu dédramatiser ces choses-là aussi. Dans le cas de cette simulation, on faisait deux débriefages, un en petit groupe, donc c'était les étudiants, les trois ou quatre étudiants qui ont participé à l'entrevue avec le patient simulé et son conjoint ou sa conjointe, et avec le facilitateur qui a assisté à l'entrevue. Ils pouvaient parler de comment ça a été dans leur propre petit groupe. Mais après ça, on fait un débriefage en grand groupe. Et à ce moment-là, on regroupe des étudiants de plusieurs équipes et on parle davantage des principes d'offres actives et de collaboration interprofessionnelle. Et à la prochaine diapo, je vous montre un exemple là, lorsqu'on veut créer une surprise pour les étudiants, un effet de surprise dans la simulation, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des scénarios différents aux personnes étudiantes et aux acteurs et actrices. Donc, dans ce cas-ci, les personnes étudiantes avaient un scénario qui leur décrivait vraiment la situation clinique, mais il n'était pas question de langue dans ce scénario-là, alors que pour les acteurs, avant de décrire la situation clinique, on expliquait la barrière linguistique, là, donc le fait que le patient était francophone, mais qu'il avait perdu sa capacité à communiquer en anglais à cause de l'AVC et que son conjoint était anglophone, donc il y aurait double barrière linguistique dans cette entrevue-là. Puis quand on prépare les acteurs, on les prépare à bien jouer cette information-là aussi. Donc, ça crée un peu de surprise pour les étudiants. Maintenant, je vais passer la parole à Chris Carrel qui va vous décrire le projet de recherche. En effet, en parallèle aux simulations que nous offrons, nous menions également un projet de recherche dont les objectifs étaient, premièrement, d'évaluer l'atteinte des indicateurs de compétences en offre active et en collaboration interprofessionnelle. Dans ce projet de recherche, nous nous sommes attardés particulièrement sur la compétence interprofessionnelle qui s'appelle résolution des conflits interprofessionnels. Le nom de cette compétence a changé aujourd'hui pour être résolution des différends et des désaccords. Le second objectif de notre projet de recherche était d'évaluer le sentiment d'auto-efficacité, la motivation et le niveau d'anxiété chez les personnes étudiantes avant et après les simulations, mais également d'évaluer la satisfaction des personnes étudiantes par rapport à la conception de la simulation. Donc, entre septembre 2021 et mars 2023, nous avons collecté des données auprès de personnes étudiantes de programmes de formation en santé et en services social. Au niveau de la méthodologie, nous avons utilisé plusieurs questionnaires auto-rapportés. Par exemple, pour la compétence en offre active, nous avons utilisé la grille d'observation des indicateurs de compétences en offre active. Pour l'indicateur de la compétence résolution des conflits interprofessionnels, nous avons également utilisé une grille d'observation développée par notre équipe. Pour ce qui est de la motivation, nous avons bâti un questionnaire inspiré du Motivated Strategies for Learning Questionnaires. Puis, pour l'anxiété, nous avons utilisé le très connu State Threat Anxiety Inventory. Et pour la satisfaction, nous avons utilisé le Simulation Design Scale. Prochaine diapo.
Au niveau des résultats, ce sont 1001 personnes étudiantes issues de 16 programmes de formation et de 4 institutions de formation à travers le Canada qui ont participé à ces simulations. Donc, au bas de la diapositive, vous pouvez voir que le Collège Algonquin, l'Université de Moncton, l'Université d'Ottawa et l'Université de Saint-Boniface sont les différentes institutions qui ont participé à ces simulations. Parmi les personnes étudiantes, 86 ont répondu au questionnaire de recherche, notamment qui portait sur l'anxiété, la motivation et le sentiment de compétence envers l'offre active et la résolution des conflits interprofessionnels. Nous avions également 571 personnes étudiantes qui ont complété le questionnaire de satisfaction. Dans le cadre de ce projet, le questionnaire de satisfaction faisait partie intégrante de la simulation et nous permettait de récolter la rétroaction des personnes étudiantes afin d'améliorer continuellement les simulations. Donc, au niveau des participants de recherche, nous avions 86% qui étaient des femmes. 86% également avaient déjà reçu de la formation ou de l'éducation par rapport à l'offre active dans le cadre de leur cours, mais seulement environ 76% avaient reçu de la formation ou de l'éducation par rapport à la résolution des conflits interprofessionnels et encore 72% seulement avaient déjà effectué une simulation par le passé. Prochaine diapo. Pour ce qui est des indicateurs de compétences en offre active et en résolution des conflits, ce tableau ici vous présente la perception des personnes étudiantes quant à l'atteinte de ces indicateurs. Pour la compétence d'offre active, nous avons 5 catégories, soit l'introduction, les habiletés linguistiques, l'intervention, les ressources informatives et le suivi. Dans chacune des catégories, il y a un différent nombre d'indicateurs de compétences précis. Dans les simulations auxquelles les personnes étudiantes ont participé, certaines catégories, certains indicateurs de compétences ne s'appliquaient pas, d'où la possibilité pour la personne étudiante de choisir l'option non applicable. Par contre, pour les indicateurs de compétences auxquels les personnes étudiantes ont répondu, comme on peut voir dans le tableau ici, la majorité des personnes étudiantes ont rapporté rencontrer ou excéder les attentes par rapport aux indicateurs de compétences en offre active. Pour ce qui est de la résolution des conflits, nous avions 6 indicateurs de compétences et comme vous pouvez le voir, la presque quasi-totalité des personnes étudiantes ont rapporté rencontrer ou excéder les attentes face à ces indicateurs de compétences. Prochaine diapo. En ce qui a trait aux résultats par rapport à la motivation et l'anxiété, nous avons plusieurs résultats à vous présenter. Tout d'abord, au niveau de la motivation, le questionnaire que nous avons bâti était divisé sur 3 sous-échelles. La première étant la valeur de la tâche, qui évalue la perception de l'utilité, de l'importance et de l'intérêt du contenu de l'activité, dans ce cas-ci, des simulations. L'auto-efficacité pour l'apprentissage et la performance évalue la confiance de la personne étudiante dans sa capacité à accomplir les compétences de la simulation, tandis que les croyances de contrôle sur l'apprentissage mesurent la croyance que les efforts personnels fournis par l'étudiant vont influencer sur sa propre réussite. Nous avons constaté qu'après les simulations, il y avait une augmentation significative des scores d'auto-efficacité pour l'apprentissage et la performance chez les personnes étudiantes, tandis que les 2 autres sous-échelles n'avaient pas de différence significative après la simulation. Au niveau de l'anxiété, nous avons mesuré l'anxiété situationnelle, c'est-à-dire l'anxiété que les personnes peuvent ressentir face à une situation dans un moment précis, dans ce cas-ci, par rapport aux simulations, mais également l'anxiété de trait, qui est l'anxiété qui est davantage reliée à la personnalité de la personne. Nous avons constaté qu'il y avait une diminution significative des scores d'anxiété situationnelle et de trait chez les personnes étudiantes après la simulation.
Pour ce qui est des résultats de satisfaction, nous avons constaté qu'une bonne majorité des personnes étudiantes étaient satisfaites de l'apprentissage de l'eau fractive. 86% étaient également satisfaits de l'apprentissage de la collaboration interprofessionnelle. Puis comme Jacinthe l'a mentionné précédemment, le débriefage étant une composante importante de la simulation, 93% des personnes étudiantes étaient satisfaits de la rétroaction qu'ils ont reçue de leurs pairs, des personnes facilitatrices ainsi que des acteurs et actrices. Le réalisme des simulations a également été un aspect important pour les personnes étudiantes. Puis plus encore, 87% étaient motivés à mettre en application les compétences acquises durant les simulations, soit la compétence d'eau fractive et les compétences interprofessionnelles qui étaient visées par des simulations précises. Donc, je vais passer maintenant la parole à, à ma Oui, collègue. Isabelle. Parfait, vas-y. Merci beaucoup, Chris Carrel. Donc, on vous a parlé jusqu'à maintenant de simulation synchrone. À un moment donné, notre équipe a réalisé que, vu les défis, parfois des simulations synchrones, quand vient le temps de la coordination, de la disponibilité des différents groupes de personnes apprenantes, nous avons commencé à explorer également les modules virtuels de simulation interprofessionnelle et cela permet aux personnes apprenantes, dans leur temps, de faire les modules de simulation à leur propre rythme. Donc, nous allons vous en parler davantage. Nous avons développé 12 modules virtuels interactifs avec simulation, portant tous sur des comportements liés à l'offre active en contexte interprofessionnel, incluant chacun des modules un témoignage d'un ou une partenaire avec expérience dans les milieux de soins. Les 12 modules sont les suivants. 6 modules sont en français et 6 modules sont leurs parallèles en anglais. Chacun des modules porte sur différents contextes. Vous pouvez voir à gauche de l'écran certains exemples. Contexte de santé mentale, contexte d'une personne nouvelle immigrante, une situation d'urgence, une personne ayant le diabète, euh, un module de pédiatrie, ainsi qu'un module sur les politiques institutionnelles. Nous faisons également un débreuvage virtuel interprofessionnel pour approfondir les apprentissages, permettant d'échanger également sur les modules et discuter des changements observés dans les comportements liés à l'offre active pour les personnes étudiantes dans les milieux. Un petit peu plus sur les modules, vous pouvez voir à droite l'exemple d'un de nos modules. Ils sont tous élaborés à peu près de la même façon, divisés en onglets. Donc, la première partie, c'est la préparation à la simulation. On a les résultats d'apprentissage, une rubrique d'auto-évaluation sur les résultats d'apprentissage, puis vient le lien à la simulation. La simulation comporte des vidéos qui permettent de se mettre dans le bain d'une situation et également des points de décision avec de la rétroaction offerte. Vient ensuite un débreuvage qu'on appelle asynchrone. C'est une vidéo d'une discussion permettant de comprendre comment on peut appliquer l'offre active dans différents contextes de pratique pour que les apprenants puissent plus facilement arriver jusqu'aux meilleures pratiques. Tirer les bonnes conclusions, en d'autres mots. Ensuite, vous pouvez voir que en l'anglais, on voit témoignages de personnes partenaires, qui est habituellement une partenaire francophone ayant une expérience dans les milieux de soins significative. La durée de ces modules est 20 à 30 minutes.
Et ces modules comprennent également un dernier onglet pour demander justement la rétroaction sur l'expérience d'apprentissage à travers le module, nous permettant également d'aller tirer des points d'amélioration continue et souvent des suggestions euh, de contexte qui se prêteraient bien pour développer d'autres modules. Tous ces modules-là ont été développés en co-création avec des partenaires de la communauté, des éducateurs experts de leur discipline, de multiples disciplines, des personnes apprenantes, dont les personnes étudiantes, des professionnels de la santé, des services sociaux et également des réseaux de soins de santé. Et sans n'oublier nos patients partenaires ou personnes avec une expérience significative. Voyons maintenant ici un exemple de module. Celui-ci, c'est sur l'offre active des services en français en soins aigus, avec une suite de la situation en soins de santé primaire. Le sujet, c'est un patient francophone qui vit avec le diabète puis qui se présente aux urgences après tomber de sa bicyclette, la chute occasionnée par une baisse de sa glycémie, donc une hypoglycémie. Cette personne-là est référée à la clinique externe par la suite pour un suivi. Cette simulation-là aide à apprendre les principes de base de l'offre active. Le cas est une illustration des enjeux de communication liés aux barrières linguistiques qui se passent pour cette personne bénéficiaire-là, de l'accueil jusqu'à la référence à un service externe. Et plusieurs disciplines sont représentées dans le module. Comme l'offre active et la collaboration interprofessionnelle sont des compétences transversales, des apprenants de plusieurs autres disciplines ont fait ces modules et pu comprendre et mettre en pratique déjà l'offre active. Voyons comment ça se passe avec la prochaine diapositive. Ici, on voit à l'intérieur de la simulation dans les modules. Il y a des scénarios qui sont filmés permettant de se mettre en contexte, de se mettre dans la peau d'un professionnel ou d'une professionnelle et même la peau de quelqu'un qui cherche les soins et de proches aidants. Une fois qu'on a vu une vidéo, il y a une question, un point de décision, comme on peut voir en bas à gauche de l'écran. L'apprenant doit donc sélectionner un des choix, puis il y a de la rétroaction dépendamment de la réponse choisie. On peut voir à droite si la personne a fait le bon choix. Il y a une explication, un renforcement à la démonstration de cette façon de faire qui est compétente en offre active et en collaboration interprofessionnelle. Et ça nous met à un point de décision suivant pour la mise en situation. Et ça progresse ainsi de suite jusqu'à la fin du module. Toutefois, si quelqu'un choisit un des choix qui n'est pas aussi optimal en termes de démonstration de la compétence d'offre active en contexte interprofessionnel, à ce moment-là, il y a de la rétroaction de façon à permettre à la personne de comprendre pourquoi ce n'était pas le choix optimal et l'apprenant est ramené au point de décision pour faire un choix, espérons cette fois-ci, plus compétent. Et donc, tout le monde réussit par découvrir quels sont les comportements compétents et en voir finalement les retombées. Un autre des modules, c'est celui de développement de politique institutionnelle concernant l'offre active. Cette simulation-là est pour les apprenants peut-être à un niveau un petit peu plus avancé. Le sujet, c'est le développement de politiques administratives institutionnelles pour soutenir l'offre active des services en français, suivant une enquête identifiant des lacunes dans la qualité des soins. Le cas permet d'illustrer des enjeux de communication
liées aux barrières linguistiques et souligne l'importance d'une meilleure gestion linguistique et culturelle pour prévenir les erreurs critiques en soins de santé. Encore une fois, plusieurs disciplines sont montrées à l'intérieur des scénarios qui sont dans ce module. On a également un témoignage de Valérie Dubois-Desroches pour ce module, qui est vice-présidente principale aux soins aux patients de l'hôpital Montfort. Je vais maintenant passer la parole à Jacinthe. Donc, on a inclus le plus souvent les simulations virtuelles interactives dans les activités d'apprentissage des étudiants pendant qu'ils étaient en stage. Chaque étudiant faisait les modules, le module de son choix ou parfois certains modules étaient plus proposés. Donc, chaque étudiant faisait les modules à leur rythme pendant leur stage. Et ensuite, on organisait des séances de débriefage en groupe, en petits groupes d'environ 8-10 étudiants qui étaient organisés soit sur l'heure du midi ou le soir pour permettre aux étudiants qui étaient en stage dans différents milieux de se connecter et de participer. Donc, la rétroaction des étudiants, en plus des apprentissages du module virtuel qui était très apprécié des personnes étudiantes, les groupes de débriefage synchrone nous permettaient de voir aussi comment les étudiants appliquaient les situations, les apprentissages dans leur stage, vu qu'ils étaient en stage au moment où ils les avaient faits. Donc, c'était très riche. Je vous donne quelques exemples. Il y a une personne étudiante qui nous dit « Les mises en situation m'ont permis de mieux comprendre l'importance de l'offre active en français et de développer ma confiance à communiquer avec les patients dans leur langue. Elles m'ont aussi permis de réfléchir à certaines situations réelles et d'enrichir mon jugement critique. » Une autre personne nous dit « J'ai particulièrement apprécié la portion débriefage des simulations car elle nous a permis de partager ouvertement nos réflexions, nos émotions et nos approches personnelles face au scénario. C'était aussi l'occasion de discuter des forces, des limites et des pistes d'amélioration pour optimiser les résultats dans le système de santé. » Une autre personne, prochaine diapo, une autre personne nous dit « C'est une bonne formation pour les étudiants qui entament un parcours dans le domaine des soins de la santé. Cela permet de sensibiliser dès le départ. C'est aussi bien que toutes les disciplines du domaine de la santé soient informées, puisqu'à la fin de la journée, nous formons une équipe collaborative pour prendre soin des gens. Être sur la même longueur d'onde peut faire une différence dans les soins que nos patients recevront. » Et une autre personne nous dit « La formation nous rappelle à quel point le travail collaboratif est important, non seulement pour travailler sur le cas d'un patient, mais aussi dans des situations où nous cherchons un employé qui peut traduire dans la langue de préférence du patient. » Et cette personne nous dit que la simulation sur les politiques, sur le développement de politique, la dernière qu'on a présentée, a aussi mis en valeur ce travail collaboratif via une discussion ouverte sur les éléments à améliorer, les leviers d'action à considérer, les barrières à envisager, et il est évident qu'un professionnel seul ne pourrait pas remédier à trouver toutes les solutions. Le travail d'équipe est donc très précieux. Si on fait une comparaison entre les modules de simulation virtuelle et les simulations synchrones, on peut voir que les modules de simulation virtuelle offrent une flexibilité d'horaire qui permet de regrouper des étudiants qu'on n'aurait peut-être pas été capable de regrouper autrement. Et ça permet à chacun de réfléchir à la situation à son propre rythme. Certains vont passer plus de temps sur chaque scénario, sur chaque petit bout de vidéo et d'autres vont aller plus vite. Ça permet d'élargir la connaissance de tous les éléments de l'offre active dans différents contextes parce que ça démontre les comportements compétents. Il y a des étudiants qui nous ont dit lors des groupes de débriefage que même s'ils avaient eu de la formation théorique sur l'offre active, le fait de le voir démontrer dans des vidéos, ça avait été précieux pour eux. Et les modules peuvent être autonomes parce qu'il y a déjà un débriefage synchrone qui est intégré, mais on a aussi la possibilité de débriefage synchrone, comme on vient de le voir dans l'exemple que je vous ai donné. Pour les rétroactions qu'on a eues, nous, c'était des débriefages synchrones. Et ces débriefages synchrones favorisent encore davantage la consolidation des apprentissages et la sécurité psychologique des personnes apprenantes parce que s'ils ont eu des enjeux, des émotions plus fortes, on peut en discuter avec eux. Les modules synchrones, les simulations synchrones, quand les étudiants sont ensemble en même temps autour d'un patient simulé, ça encourage l'interaction en temps réel et ça permet la collaboration entre les
professionnels de différentes disciplines dans la pratique de l'offre active en créant une dynamique d'équipe. Donc, c'est peut-être un peu mieux pour travailler sur les habiletés de collaboration. Ça permet une préparation préalable par les professeurs. Quand la simulation est intégrée dans un cours, souvent les professeurs vont en parler au cours précédent pour aider les étudiants à s'y préparer, puis parfois ils vont aussi en parler au cours suivant. Et on fait aussi, dans le cadre de ces simulations-là, des débriefages en groupe pour renforcer la compréhension de l'offre active et de la collaboration interprofessionnelle, ainsi que des éléments essentiels à la mise en œuvre de ces compétences. Et je repasse la parole à Isabelle. Merci. Nous sommes excités de partager un projet de recherche en cours qui vise l'évaluation des apprentissages par simulation interprofessionnelle pour les services sociaux et de santé en français en milieu linguistique minoritaire, que ce soit les simulations synchrones ou que ce soit les modules virtuels d'apprentissage par la simulation interprofessionnelle. Le projet vise à soutenir, par le biais d'un partenariat national, les établissements désirant améliorer la formation à l'offre active des professionnels futurs et actuels, à la fois anglophones et francophones, par le biais d'une formation par la simulation interprofessionnelle sur l'offre active. Plus précisément, ce projet vise 1. À créer une communauté de pratique pérenne. 2. À évaluer et bonifier la formation à l'offre active des services en français. Et 3. À déterminer l'impact de cette formation pour les professionnels, les personnes recevant les soins, les programmes de formation, ainsi que les milieux de soins. Si ce projet vous intéresse, n'hésitez surtout pas à nous contacter à greffops@uottawa.ca. En conclusion, l'offre active des services sociaux et de santé en français supporte la qualité des services aux membres des communautés francophones en situation minoritaire, ainsi que la gestion de l'insécurité linguistique. La formation par les simulations en contexte interprofessionnel permet aux professionnels futurs et présents de développer leurs compétences en offre active et en collaboration interprofessionnelle. N'hésitez pas à consulter nos ressources sur la formation et l'offre active au lien suivant et vous pouvez également prendre une photo du code QR en haut à droite de l'écran. Nous souhaitons également remercier les organismes qui ont financé les simulations, leur création, ainsi que les différents projets de recherche que nous avons menés au fil des années. Prochaine diapo. Nous remercions également tous les partenaires qui ont contribué au développement de ces simulations ainsi qu'à l'offre des simulations qui ont été développées et offertes dans différents milieux. Prochaine diapositive. Donc, ce projet de formation en offre active par simulation n'aurait pas été possible sans plusieurs personnes. Vous verrez ici quelques membres de notre équipe. Donc, par exemple, Sébastien Savage, José Benoît, Jane Tyreman, Moali Murray et plein d'autres collaborateurs et collaboratrices. Vous pouvez nous contacter si vous avez des questions ou souhaitez en apprendre davantage sur nos simulations ainsi que sur notre projet en cours ou visiter notre site web. Nous vous remercions aujourd'hui pour votre écoute. Puis nous allons également, dans la présentation que vous allez recevoir, vous aurez une copie des références. Puis nous allons maintenant passer à la période de questions. Merci. Je vais maintenant arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse se voir pour la période de discussion. Merci beaucoup Isabelle, merci Chris Carrel, merci Jacinthe pour cette présentation très complète. On parle souvent d'offres actives dans notre milieu, mais là, ça nous permet de porter vraiment un tout autre regard
sur le concept même d'offre active. Et comme a dit donc, Jacinthe, le fait de voir ces simulations et le fait de projeter des vidéos, ça permet quand même de se mettre un peu en situation plus réelle et donc justement de mieux se projeter dans ces situations où on doit proposer l'offre active. Donc, comme vous l'avez dit, donc la parole est à notre public maintenant. Nous avons déjà une première question de Madame Rose Frances qui dit merci pour cette belle et pertinente présentation. La question, comment ce programme de simulation interprofessionnelle pourrait-il être intégré dans les plans provinciaux de planification des services de santé en français que le CPSSF élabore, notamment pour renforcer les compétences d'offre active auprès des fournisseurs désignés et pour améliorer l'intégration systémique des services francophones? Merci pour cette question très pertinente, Madame. Enfin, Mesdames, la parole est à vous. Oui, merci de cette excellente question. Nous sommes d'accord que ça serait vraiment intéressant de se parler autour de la table pour voir comment d'autres milieux pourraient bénéficier de certains outils que nous avons développés. Puis également, je sais qu'il y a d'autres partenaires qui ont développé certains autres outils et si on peut les mettre en commun et les rendre disponibles à une plus grande quantité de personnes. Nous voulons également mentionner qu'avec certains des appuis et financements que nous avons obtenus de l'Institut du savoir Montfort et justement du CRSH, que nous sommes à offrir nos modules et nos ressources d'apprentissage par la simulation sur l'offre active et la collaboration interprofessionnelle à plusieurs milieux. Nous travaillons présentement avec Montfort à justement développer des outils adaptés à leurs besoins. Et mes collègues peuvent également mentionner d'autres institutions qui ont contribué à la co-création de certains des outils. Et au bout du compte, quand les outils ont été terminés, nous sommes retournés vers les milieux pour leur offrir les outils développés ensemble pour qu'ils puissent servir dans leur milieu, que ce soit des milieux qui sont désignés complètement pour les services en français, partiellement désignés pour une partie de leur service ou des milieux qui ne sont pas désignés, mais qui aimeraient augmenter leur appui aux meilleures pratiques de fractive. Oui, si je peux compléter, les simulations synchrones demandent beaucoup plus de coordination. Donc, pour les exporter, ça prend des gens qui ont les ressources de coordination parce que nous, on peut pas prendre nos ressources pour ça. Mais celles qui sont les modules virtuels de simulation ont vraiment été développés dans le but d'être partagés, là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si elles vous intéressent. Merci beaucoup Isabelle, merci Jacinthe. Une deuxième question toujours de Madame Rose Frances Pierre. Comment les simulations prennent-elles en compte la diversité culturelle au sein même des communautés francophones minoritaires, comme par exemple les immigrants et immigrantes, les personnes racisées ou tout ce qui a trait à intersectionnalité linguistique et culturelle? Très bonne question. C'est un point central de notre travail, justement, reconnaissant qu'on veut avoir toujours une approche très inclusive et respectueuse qui inclut les personnes de tout groupe. Et je pense que, justement, quand on arrive avec l'approche inclusive pour tous et que tous peuvent contribuer que tous ont droit à des services équitables et de qualité. Je pense que ça l'aide justement à ouvrir la porte à la discussion reliée à la langue et la Mm. culture. Donc, si on Mm. mentionne plusieurs de nos modules, on a développé, par exemple, avec le CESOC, le module sur les personnes nouvellement arrivantes qui a été inspiré de dialogues ensemble et qui justement là, aide à montrer certains des groupes vulnérables et montrer à nos apprenants futurs et professionnels les meilleures approches d'inclusivité, justement. Notre module sur les soins d'urgence est avec justement bénéficiaires et proches aidants allophones d'un autre groupe culturel. Et je vois que Jacinthe peut-être a des éléments à ajouter là-dessus. Oui, bien, en plus des modules qui sont développés pour spécifiquement avec une situation qui s'intéresse à des groupes culturels différents, on a toujours dans toutes les simulations
des représentations de divers groupes. Donc, même la simulation de base, là, qui porte sur un patient francophone, bon, il y a quand même dans les intervenants qui vont apparaître à l'écran des gens de différents milieux, de différentes couleurs, et aussi la personne est accompagnée. C'est pas dit que c'est son conjoint, mais on s'est dit que ça pouvait être son conjoint. Ça pourrait être son fils ou son conjoint, mais la personne est accompagnée d'un proche aidant qui est un homme aussi, donc pour montrer aussi une possibilité autre qu'un couple traditionnel, là. Donc, à l'écran, il y a différentes façons dont on montre la diversité, en plus des scénarios qui sont parfois plus orientés vers la diversité culturelle. Et on continue justement à essayer de représenter également la variété à travers la francophonie canadienne pour être inclusif. Donc, on vous mentionne qu'on est en train de développer 5 nouveaux modules présentement, dont l'un est pour une personne non binaire de descendance acadienne et personne proche aidante. Alors, on a reçu de la rétroaction dans le passé que ça serait bien de représenter justement la variété des personnes en situation francophone minoritaire et on se fait un point de mire justement de retourner vers ces personnes-là pour leur demander leur appui à ce qu'on ait des outils qui s'en viennent bientôt, qui seront aussi avec d'autres minorités francophones canadiennes. Merci, mesdames. Je vois, donc, pendant que vous répondiez aux questions, je voyais plein de petites icônes de cœur, d'applaudissements qui s'envolaient comme des papillons. Ça fait plaisir à voir. Alors, Merci. nous avons une autre question de Madame Béatrice Jean qui demande, avez-vous la capacité de faire des présentations sur l'offre active en anglais? Oh oui, très Oui, bonne certainement. question. Oui, dans le Certainement, fond, certainement. Mm. veux-tu Vas-y, y aller? Isabelle. Oh, j'allais dire, dans tous nos travaux, on travaille à la fois en français et en anglais, puisque justement, comme on vient de dire, dans l'approche inclusive, on croit fortement que toutes les personnes autour de la table devraient être incluses, les francophones, les anglophones, les allophones. On fait toute partie des équipes dans les milieux pour soutenir les personnes qu'on sert avec les services sociaux et les services de santé. Donc, on veut aider à la formation de tous ces apprenants et donc à chaque module, on développe l'équivalent en français et en anglais et on offre des formations, des webinaires à la fois en français et en anglais. Puis Mhm. là, je ne peux pas dire quelle communauté, mais on a des communautés anglophones qui utilisent nos ressources et qui les rendent disponibles à leurs apprenants. Donc, il y a un exemple de programme universitaire offert en anglais à des personnes étudiantes dont certaines sont francophones ou anglophones. On utilise les deux modules et on donne le choix aux personnes étudiantes de choisir le module de leur langue de préférence. Dans le fond aussi, quand les modules qu'on fait sont tournés, le patient parle toujours dans sa langue et puis les intervenants parlent parfois en anglais. Donc, tous les modules sont tournés à la fois en français et en anglais, mais quand on dit on a une version anglophone puis une version francophone, les questions sont posées dans la langue de l'apprenant, donc sont posées en anglais ou en français. Ça, c'est différent selon la version. Et puis, aussi, il y a des sous-titres. Donc, si la personne parle français, puis c'est le module destiné aux apprenants anglophones, il va avoir des sous-titres en anglais. Et vice-versa pour la version francophone, c'est lorsque l'intervenant parle en anglais qu'il va y avoir des sous-titres en français. Merci, mesdames, pour ces développements. J'aurais peut-être moi aussi une petite question pour vous. Au-delà des compétences individuelles, pensez-vous que ce type de formation puisse contribuer à transformer les cultures organisationnelles des milieux de soins en faveur de l'offre active? Et si oui, comment? Oui, définitivement. Donc, nous, on croit que l'investissement dans la formation à la compétence d'offres actives dans un contexte interprofessionnel va représenter un levier important, puisqu'en formant les futurs professionnels et les professionnels des milieux, c'est nos leaders de demain, là. On commence déjà à avoir des témoignages du fait que lorsque les personnes étudiantes qui sont en stage, qui ont reçu la formation,
démontrent des compétences d'offres actives dans les milieux, ça a une influence positive sur les autres personnes du milieu, en particulier leurs superviseurs de stage. Fait que ça, c'est pas mal excitant. On commence à avoir des témoignages de gestionnaires et également de diplômés qui sont dans les milieux et qu'ils nous disent qu'ils sont maintenant en train de faire des contributions. Alors, on croit que l'investissement à développer la compétence progressivement va aider à une vague positive vers l'augmentation de l'offre active et donc aux accès et à la qualité des soins. Tout cas, on l'espère fortement. Merci beaucoup. Alors, j'ai Madame Lise Richard qui demande la parole. Donc, Lise, tu peux enlever ta sourdine et prendre la parole. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette belle présentation. C'est très intéressant. Puis un outil, je vais enlever ma caméra si je peux trouver, mais c'est pas grave. Euh, Merci. Très intéressant, puis un outil avec, je pense, un potentiel, effectivement, c'est déjà bien utilisé. Peut-être je l'ai manqué, mais je me demandais si au niveau de la simulation synchrone, ça se fait-tu directement à l'intérieur d'un cours en particulier ou ça se fait comme extracurriculaire? Ça se passe comment dans ce cas-là? Oui, pour les simulations synchrones, il faut habituellement, là, pour avoir des groupes, il faut s'entendre avec les professeurs qui vont le placer dans un cours en particulier. Sinon, lorsqu'on l'a fait de façon, on l'offre de façon volontaire, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui se présentent. Les étudiants sont déjà surchargés avec leur propre cours, leur propre programme d'études. Donc, la meilleure façon, c'est vraiment que ça soit intégré dans un cours. Donc, on réussit avec beaucoup de coordination à impliquer des profs, à attirer des professeurs qui donnent des cours dans différents programmes d'études, à dire ça serait intéressant pour mes étudiants dans mon cours, puis là on se coordonne, il faut trouver un horaire commun pour avoir les étudiants qui vont être présents en même temps pour soit virtuellement, comme l'entrevue que je vous ai présentée, où on en a qui se font en présentiel aussi. Par exemple, on a fait une, c'est le premier lever du lit au sortir d'une chirurgie de hanche. Donc là, on avait des étudiants en sciences infirmières, des étudiants en ergothérapie, en physiothérapie, puis des étudiants du Collège Algonquin en technique, assistant du physiothérapeute et de l'ergothérapeute. Donc, il faut trouver un horaire où tout ce monde-là pouvait être présent, une salle qui pouvait accueillir ces gens-là. Quand c'est en Zoom, on n'a pas le problème de salle, mais on a quand même le problème de trouver un horaire où on peut jumeler des gens de différentes professions. Et dans celle que je vous ai présentée, où on voulait en plus qu'il y ait un défi linguistique, on voulait jumeler des étudiants de programmes anglophones avec programmes francophones. C'est un autre défi de s'assurer qu'il y a un nombre suffisant d'étudiants anglophones et un nombre suffisant d'étudiants francophones pour faire les jumelages. Donc, oui, c'est plus de coordination, mais c'est comme ça qu'on procède. Juste pour ajouter aussi, nous travaillons également avec les programmes directement. Par exemple, à la faculté de médecine à l'Université d'Ottawa, la simulation n'est pas offerte dans le cadre d'un cours précis, mais c'est une activité interprofessionnelle pour la francophonie qui est intégrée dans le programme de formation des personnes étudiantes. Donc, parfois, on fonctionne ainsi lorsque ce n'est pas dans le cadre d'un cours. Puis plus récemment, par exemple, à l'Université de Moncton pour les étudiants en nutrition qui étaient en stage. Il avait été possible pour le programme d'offrir les modules de simulation aux personnes étudiantes pendant qu'elles étaient encore en stage. Donc, ça dépend vraiment de ce que le programme ou la personne qui offre un cours désire. Mm-hmm. Au bout du compte, c'est à nous d'être innovants parce que lundi, on a offert une formation synchrone en utilisant des vidéos du module avec des points de discussion et ils ont voté par rapport aux options en utilisant un outil comme Mentimeter. Et c'était super intéressant aussi. Donc, c'est vraiment un peu de penser en dehors de la boîte des fois. Une fois qu'on a les outils, on peut les utiliser, les adapter aux besoins des apprenants avec l'appui des personnes clés des milieux et des Mm-hmm. éducateurs. Oui. Merci beaucoup. J'apprécie la réponse. Je suis d'accord qu'à l'intérieur des cours, c'est plus, pas juste plus pertinent, mais plus porteur, je pense. Puis ça, Oui.
Mais Ça, c'est ça, surtout il faut un appui du programme, là, comme en médecine, c'était exact. pas dans un cours, mais c'était dans une activité obligatoire parce qu'ils ont, dans le mois de la francophonie, ils ont une activité obligatoire alors, sur la l'offre active et la Oui. Ça francophonie. engage les professeurs à plus long Oui, terme aussi oui, oui. dans la question de l'offre active. Là, c'est vraiment bien. Mhm. Merci. Merci. Merci, mesdames. Je vois que le temps file à toute vitesse et c'est déjà la fin de ce webinaire. Ben, encore merci à mesdames Isabelle Giroux, Jacinthe Savard et Chris Carrel Kegneson d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler donc des simulations concernant l'offre active. Personnellement, moi, j'ai beaucoup appris et j'espère qu'on vous reverra très bientôt donc avec nous pour la suite du programme, pour parler des développements d'un autre projet. Vous serez toujours donc le bienvenu et je pense que ça a été très apprécié par tout l'auditoire. Donc, l'enregistrement de ce webinaire sera bientôt disponible sur le site de la Société Santé en français. Et on vous dit au revoir et merci et à bientôt pour un autre webinaire. Merci beaucoup Merci. et au revoir à tout le Au monde. Au revoir. revoir, Merci, au merci. revoir. Au revoir.